Bonsoir à tous et bienvenue. Je fais une courte vidéo autour des récents événements entourant Mediapro. Alors j'imagine que vous avez suivi l'actualité. Mediapro a demandé un délai de paiement à la Ligue de football professionnel, ce qui a été refusé. Alors l'information est sortie hier soir dans le journal L'Équipe, mais en réalité la demande avait été effectuée il y a 15 jours déjà. On pourrait également parler de cette envie de renégocier le contrat de droit TV à la baisse dès cette saison, ce qui en effet présage des jours assez sombres pour le football professionnel français. Alors est-ce une surprise? Non, mais je pense que tous les suiveurs de la chaîne étaient au courant des difficultés financières de Mediapro, des soucis de cash, qu'ils n'avaient pas énormément de cash disponible, et de ce projet assez brinque-ballant qui avait inquiété énormément de monde dans les droits TV. À l'UEFA ça rigolait, en Italie ça rigolait, et la plupart des personnes qui gravitaient autour des droits TV, dont Nasser El Khelaifi qui pour le coup quand même connaît bien Mediapro, parce que je le rappelle, Mediapro a eu des problèmes financiers depuis, ça fait à peu près 15 ans que ça existe si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Il y a 2 fois où ils ont failli terminer en liquidation et le Qatar leur a sauvé le cul 2 fois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les rapports sont tendus entre la direction de Mediapro et les dirigeants de beIN, mais il n'empêche que dans le passé il y avait déjà eu des problèmes financiers. Je rappelle que Mediapro et leur business model et là où ils étaient bons, c'est surtout quand ils faisaient boîte de production. C'est là où ils ont fait énormément d'argent, et également dans la revente de droits à l'étranger du football espagnol. Mais ça, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce qu'on parle tournant des années 2000 un peu plus. Et je rappelle le premier deal avec Al Jazeera et tout, qui rentre dans le domaine du sport. Je crois qu'on est en 2003-2004. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc j'avais publié une large vidéo avec les rapports Moody's, donc c'est une agence de notation qui avait décoté de 2 rangs Mediapro. Alors, il ne faut pas non plus donner une importance capitale aux agences de notation qui ont tendance parfois à surjouer, mais c'était assez parlant, notamment les réserves de cash. Il y avait très peu de cash disponible à Mediapro. Évidemment, tout le monde dans le milieu se disait au bout d'un an, ça risque d'être très compliqué. Là, c'est même pas un an, c'est au bout de quelques journées. Ce qui est flippant évidemment pour l'avenir des salariés et également du football français. Alors certains s'en réjouissent parce qu'ils l'avaient un peu mis des clignotants rouges et tout ça. Moi, je m'en réjouis pas, j'aurais aimé me tromper parce que indépendamment du peu de considération que je peux avoir pour les dirigeants du football français qui s'en mettent plein les poches tout en allant faire des orgies sexuelles, parce que c'est les 2 priorités quand même de au moins 40% des dirigeants de football, mais il y a quand même des petits employés qui risquent de perdre leur boulot dans certains clubs, parce que ça va être très compliqué, notamment pour certaines écuries de Ligue 2 qui sont déjà amoindries financièrement et qui ont déjà pas mal de soucis. Donc je pense évidemment à eux, et je pense à tous les fans qui sont encore pris pour des cons, mais à un point inimaginable. Le seul point positif de cette histoire-là, c'est que certaines personnes peuvent enfin ouvrir les yeux sur qui dirige vraiment notre football. Et là, aujourd'hui, il y a 2 solutions. Tout le monde attend que Canal arrive à la rescousse, voire beIN. Alors beIN, attention, aujourd'hui, beIN dépend vraiment de Canal. Donc il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, beIN est presque assujetti à Canal en France vu la situation. Donc il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Donc évidemment, Canal veut se poser en sauveur du football français, mais il y a 2 courants qui se dirigent. Le premier, qui vient notamment de M. Bolloré, c'est de dire attends, les mecs ils nous ont fait ce coup-là, on va attendre que ça se crache complètement pour récupérer vraiment à moindre prix. De l'autre côté, vous avez un courant inspiré par Maxime Sada qui dit non, il faudrait qu'on se dépêche, entre guillemets, pour faire ça et reprendre à un certain prix afin d'éviter un énorme crash, parce que forcément le crash impactera la valeur de ton produit. Et on rappelle évidemment les liens historiques qui lient Canal+ et le football français. Alors néanmoins aujourd'hui on parle d'une somme à peu près entre 600 millions, 500-600 millions, c'est un peu l'idée qu'il y a. Et évidemment beIN serait là pour faire un petit peu un duo et revenir à un certain statu quo. Mais c'est Canal aujourd'hui qui est maître du jeu. Alors il y a plein de possibilités. On va voir ce que Mediapro va faire, la Ligue peut rompre le contrat, etc. Ce qui serait assez dingue si Mediapro ne paye pas, en attendant un nouvel appel d'offres et tout ça, ce serait que les matchs soient achetés à l'unité, ce qui serait quasiment du jamais vu, et ce qui serait très dangereux pour l'économie et la survie de plusieurs clubs, puisque je rappelle qu'en France, et même en Europe occidentale, l'essence même et la majorité des budgets des clubs professionnels tient dans les droits TV. Donc évidemment, ça va être très dangereux. Alors là, on peut voir également un football à 2 vitesses, parce que si jamais ça se passe comme ça, évidemment, les grosses affiches vont être privilégiées, ce qui est normal. Quid des autres, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est une question. Alors on peut quand même remarquer que cet été, certains clubs ont été un peu prudents, parce qu'il y avait quand même des réserves vis-à-vis de Mediapro, mais aujourd'hui, il y a plein de questions. Quid du PGE, donc prêt garanti par l'État, contracté par la Ligue de football professionnel, de plus de 240 millions, si je ne dis pas de bêtises, qui devait être remboursé justement par l'augmentation des droits TV. Quid de ces propriétaires qui sont venus attirés par ce contrat mirifique, on disait le milliard, comme notamment à Bordeaux, on te disait ça, où on te disait n'arrêtez pas de dire à ma cour ces dernières années, oui il y a le nouveau contrat, il y a le nouveau contrat, etc. Quid de ces gens-là, également en Ligue 2 où il y a eu quelques rachats avec ce fantasme des droits TV qui allait monter, ce fameux milliard. Alors, il y a aussi un mot à donner évidemment à Didier Quillot, l'ancien directeur général, parti avec plus d'1,5 million, quand même si je ne dis pas de bêtises, au total, de primes et tout ça. C'est quand même magnifique parce que ces décisions, elles sont incroyables. Je me demande comment on peut défendre son bilan, outre le fait d'avoir essayé de dévier, ça c'est quand même gravissime,
certains fonds d'investissement qui étaient intéressés par des clubs en France parce qu'ils voulaient qu'ils achètent les clubs des copains, notamment M. Haddad au Red Star. Est-ce que c'est vraiment le travail du directeur général de la Ligue de faire plus ou moins l'entremetteur agent? C'est une vraie question, parce que ces mêmes personnes te disent on n'a jamais vu ça. Hein, on va acheter un club, non mais il ne faut pas acheter lui, il faut acheter le club du copain. Ce cas, c'est quand même gravissime. C'est quand même lui qui a passé Jacques-Henri Roy à Marseille, je le rappelle, mais quand tu vois le bilan financier de l'OM, tu peux te poser certaines questions. C'est lui qui a été un des principaux fervents, je dirais, du rachat de Bordeaux. On voit où ça a mené Bordeaux, et il se vantait sur tous les toits, Mediapro, c'est moi, regardez. D'ailleurs, 500 000 € pour avoir signé ce contrat-là, c'est quand même phénoménal. Hein. Alors, il y a eu 300 000 € également pour M. Féco, si je ne dis pas de bêtises, mais il n'a pas la responsabilité de Diekio, qui est le principal responsable de tout ça, et qui donc est parti tranquillement, et on lui a signé un énorme chèque. Alors évidemment, c'est obscène, mais c'est en fait, c'est pas tellement obscène dans la réalité du football français, c'est la réalité en fait. C'est-à-dire que même quand tu fais un travail qu'on qualifiera de discutable, on va te donner de l'argent. Regardez ce qui s'est passé à Bordeaux. Les mecs, ils ont fait un braquage. Est-ce que le club, les vrais propriétaires, ont dénoncé ça? Bah non, parce qu'il ne faut pas qu'on sache qu'on s'est fait baiser. Alors malheureusement, dans le football professionnel, c'est pas tellement la LFP qui se fait baiser, parce qu'il y aura toujours un soutien politique. L'État ne laissera jamais complètement tomber le football professionnel. Et j'ai peur qu'à la fin, le cocu de l'histoire, ça soit encore nous, qui allons raquer pour l'incompétence et la cupidité de certains dirigeants. J'en veux également quand même à beaucoup qui n'ont pas mis les clignotants rouges, alors que c'est évident, vraiment, fallait pas être Nostradamus. Là, je reçois plein de messages, oh, tu l'avais dit, mais j'ai aucune gloire à dire un truc que tout le monde sait dans le milieu. C'est comme pour Ajroudi l'OM, c'est des trucs que tout le monde sait dans le milieu. Il n'y avait pas de scoop. C'était très loin d'avoir un scoop. Mais cette affaire-là, il y a quand même un deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue de football professionnel, avec toute la personnalité de Vincent Labrune, ses qualités, ses défauts, qu'on a largement évoqué, comment il a obtenu ce poste-là. Il ne faut pas oublier qu'il a une très bonne relation avec Maxime Sada et également avec Nasser El Khelaifi. Puisque, comme je le rappelle, c'est quand même ça qui était assez marrant, on disait que le PSG était contre Vincent Labrune. Mais pas tout le monde au PSG. Hein. Monsieur Victoriano, bien ça, qui passait tous les appels pour flinguer Vincent Labrune. Alors bravo Victoriano, grande D. Tu as essayé de niquer Jean-Claude Blanc en pensant que tu étais meilleur que lui. Et donc tu fais le mec médiatique, je gère le FPF pour le PSG, etc. Déjà, il faut quand même avoir un ego sacrément mal placé pour penser que Jean-Claude Blanc, je suis meilleur que lui. Mais bon, vu tes affaires à la FFF, est-ce surprenant? Je ne pense pas. Et donc, tu vois, avoir appelé tout le monde pour dire faut pas voter Labrune, etc., ça s'est retourné contre le PSG. Parce que Nasser et Labrune, ils n'ont pas tellement des mauvaises relations à ce point-là. Alors certes, il y a des petites tensions, etc. Mais je rappelle qu'à l'époque, André Ayew, notamment, ils ont essayé de le faire à Paris. Hein, parce que dans le football, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de rivalité. Il n'y a que du business. Le transfert de Rafinha peut encore nous le montrer. C'était une petite parenthèse, et pourquoi je termine là-dessus, c'est qu'on a parlé de la LFP récemment sur la chaîne, mais maintenant on va s'attaquer à la FFF, hein, Mediapro, LFP, on peut tout corréler là-dessus. Et la FFF, il y a encore des trucs bien plus graves, et quand je dis grave, c'est gravissime, vous allez bientôt comprendre, oh, mais je crois dès demain, mais ça va pas être uniquement sur ma chaîne YouTube. Allez, j'en ai assez dit, maintenant on va attaquer les vrais travaux, il y a Haïti à finaliser, il y a mes dernières corrections pour mon prochain bouquin qui sort dans un mois, parce que c'est quand même important, donc je vais y retourner. Et puis on a surtout la FFF, parce que là, au boulevard de Grenelle, on est quand même... Allez, je préfère encore me taire, vous allez lire ça très bientôt. Let's go. Keep the faith.